J'accueille aujourd'hui Angélique Legendre, une assistante sociale d'Isnoville dans la région rouennaise. Donc Angélique, bienvenue sur Westac Radio. Oui, bien, bonjour. Angélique, vous avez 36 ans. Je vous invite car vous avez récemment publié le livre Pardonner pour ne plus souffrir, un livre dans lequel vous vous libérez d'un lourd traumatisme. Il y a une vingtaine d'années dans votre enfance, vous avez été agressé sexuellement par un membre de votre famille. Et pour la radio France Bleu, vous expliquez que ce n'est pas si simple pour une victime de se libérer. Vous, justement, qu'est-ce qui vous a aidé à vous libérer de ce poids ? C'est tout un parcours qui est un peu compliqué. Au tout départ, on a une vraie prise de conscience et on se rend compte que on a besoin de vraiment avancer, de prendre les choses en main. Moi, ce qui m'a aidé, ça a été de pouvoir être entourée de professionnels. C'est vrai qu'avec mon métier, ça m'a pas mal aidé parce que j'étais moi-même dans l'aide aux victimes. Et que j'avais plus envie, entre guillemets, de faire semblant. Je l'explique dans mon livre que j'ai été confrontée à une victime qui a eu à peu près la même histoire que moi. Et je me suis dit que c'était plus possible, je pouvais plus faire semblant et accompagner les victimes sans avoir moi-même réglé le problème. Et donc, du coup, j'ai décidé de prendre les choses à bras-le-corps et d'y aller, quoi. Ouais, donc quand vous accompagnez les victimes, des fois, ça pouvait faire peut-être ressurgir certains souvenirs. Alors, au début, non. Parce que franchement, c'est un métier que j'ai choisi. Au début, j'avais complètement la mémoire traumatique qui fonctionnait à plein régime et donc du coup, aucun souvenir. Mais à partir Alors, mes études, il y a eu quelques petits moments où en effet ça a un peu cafouillé et où des souvenirs ont commencé à revenir, mais c'est vraiment mes grossesses qui ont fait que là pour le coup tous les souvenirs sont revenus. Donc ça faisait 5 ans que j'étais assistante sociale quand j'ai commencé à avoir de vrais souvenirs à revenir. Et quand on est enfant et qu'on subit ce genre d'agression, est-ce qu'on a conscience de la gravité de la situation ? Après, ça dépend de l'éducation que l'on a. Ça dépend de comment est abordée la sexualité des gens en général dans la famille. Et puis, ça dépend aussi de ce que l'on vit au quotidien dans la famille. Au départ, il y avait seulement des attouchements. Enfin, seulement. Voilà, on ne parlait pas de viol, on était sur des attouchements. C'est vrai que les adultes pouvaient voir ça plutôt comme jouer au docteur. Sauf que quand il y a 5-6 ans d'écart entre les personnes, on n'est plus dans cet ordre de jeu. C'est plutôt la communication qu'il y a autour, l'éducation et la parole autour de ce qui est autorisé ou pas, qui fait que l'enfant prend conscience ou pas. Et c'est vrai que moi, pour le coup, j'avais pas forcément conscience de ce qui était. J'ai commencé à prendre conscience qu'il y avait un problème à partir du moment où je suis arrivée au collège, quoi. Et c'était difficile d'en parler, vous osiez pas en parler aux adultes ? Le problème quand on est victime, c'est que déjà l'auteur généralement a une bonne emprise sur nous et donc fait en sorte que l'on ne dise rien. Il y a un sentiment de culpabilité. Voilà, apprendre à dire non, on l'apprend très tôt. Et puis parfois dans certaines familles on peut pas, ou parce que l'auteur fait ce qu'il faut pour pas que on puisse dire non. Et donc on culpabilise à un moment donné de pas avoir su dire non. Et puis quand on prend conscience que c'était interdit, qu'on n'aurait pas dû être victime, qu'il y aurait pas dû avoir ce genre de jeu, c'est compliqué. La peine que l'on peut faire aux autres, de devoir s'expliquer. Et puis on connaît pas en fait la réaction en face des adultes. Quand on est enfant, beaucoup de gens méconnaissent un peu ce système qui se met en place. Plus ça arrive tôt, moins l'enfant a sa propre personnalité. Et donc du coup, il fait en fonction de ce qu'on lui donne. Et du coup, c'est difficile pour lui de pouvoir s'exprimer. Ouais, quand on est enfant, on se rend peut-être pas compte que c'est vraiment quelque chose de grave, en fait. C'est pas qu'on sait pas que c'est pas grave, c'est juste que l'on sait pas comment va être accueillie notre parole, parce que même si nous, ça nous dérange, si les adultes considèrent que c'est quelque chose de normal, du haut de nos 6 ans, qu'est-ce que l'on peut en dire, quoi ? Il est là en fait le souci, parce que parfois, je vais vous prendre l'exemple de mon fils qui ne supporte pas mettre des chaussettes. Sauf que concrètement, moi en tant qu'adulte, les chaussettes, je vois pas le problème pour lui. Sauf qu'en fait lui, ça le dérange énormément. Donc, quand je lui dis non, il faut mettre des chaussettes parce qu'il fait froid, c'est un peu pareil dans le système de l'inceste, parce que du coup moi il y a quelque chose qui me dérangeait. Mais j'avais un peu peur d'être confrontée à l'adulte qui me dit oui, non, mais c'est pas grave, quoi. Vous sentiez pas légitime d'en parler ou de... Non, et c'est vrai que c'est pour ça qu'il est important dans les familles que tous les sujets puissent être abordés. C'est-à-dire qu'on ne sait pas de dire oui à tout.
aux enfants, mais de leur permettre d'exprimer leur point de vue sur tous les sujets. Parce qu'à partir du moment où ils ont la possibilité de discuter de tout avec leurs parents ou un adulte référent, c'est-à-dire qu'à un moment donné, cette gêne-là est possible. J'ai eu dans mon bureau, moi en tant qu'ado-victime, des mamans qui venaient parce que leur enfant de 5 ou 6 ans ont pu dire, papy il m'a fait ça, il m'a dit de pas le dire, mais bon, ça me gêne quand même. Si la communication a été possible, c'est parce que la maman a mis ce système de communication en place et ça a permis d'aller au-delà de l'emprise que pouvait avoir le grand-père sur l'enfant, quoi. Et vous dites que les faits se sont étalés de vos 6 à vos 12 ans. Et après cette expérience traumatique, est-ce que ça a été difficile de vivre votre adolescence ? Comment dire, j'ai l'impression de pas avoir eu une adolescence parce que du coup ça m'a fait grandir très vite. Je m'intéressais pas aux mêmes choses. Quand on arrive au collège, on est dans la séduction, on fait attention à comment on s'habille. Moi j'ai l'impression d'avoir été à côté de ça parce que m'intéresser à la mode ça servait à rien parce que entre guillemets j'étais pas dans la séduction. Ça a été très très compliqué. Il a fallu faire un travail aussi sur moi. J'ai mis pas mal entre parenthèses des choses que d'autres personnes pouvaient s'intéresser de mon âge, mais après chaque personne est différente. Moi j'ai accompagné des victimes qui étaient dans la sexualisation à outrance. Du haut de leurs 14 ans, elles cherchaient à tout prix à être reconnues en sexualisant tout parce que c'était leur seul moyen de communication en fait. C'est la seule chose qu'elles avaient connue pour exister et donc du coup elles savaient pas comment faire autrement pour exister. Donc il y a différentes manières, ça dépend de l'emprise que l'on a eue, ça dépend de son parcours, de l'histoire et de la manière dont le cerveau travaille pour accepter entre guillemets cet événement. Ensuite, donc après l'adolescence, en grandissant et en avançant dans la vie, est-ce que vous avez ressenti d'autres difficultés liées à cette expérience dans votre vie tous les jours On reste cassé. Enfin, je veux dire, moi aujourd'hui, ma personnalité, elle s'est construite par rapport à ça. Il y a des choses aujourd'hui où je suis encore en train de me poser la question. Parfois, est-ce que c'est une réaction que j'aurais eue s'il n'y avait pas eu ce traumatisme ? Mes relations amoureuses sont compliquées encore aujourd'hui. Il y a plein de choses qui vont mieux, mais il y a encore des choses qui sont fragiles, qui j'espère un jour le seront plus. C'est très difficile d'être victime, de pouvoir accepter que ce qui nous dérange soit légitime. On se pose régulièrement des questions de est-ce que j'aurais réagi autrement ou pas. Voilà, c'est tout un travail qu'il faut faire avec des professionnels qui, eux, peuvent nous accompagner vers cette acceptation de qui nous sommes et de toutes ces questions que l'on peut se poser. Et vous nommé votre livre donc Pardonner pour ne plus souffrir. Comment on trouve la force de pardonner après un tel traumatisme ? Pardonner, c'est pas tant pardonner à l'auteur. Alors déjà, le pardon, l'auteur, il n'est pas obligé de savoir qu'on lui a pardonné. Oui, c'est plus pour nous. Voilà, c'est ne plus être dans le ressentiment, ne plus être ne plus ressasser l'événement. C'est on a fait un travail dessus et on pardonne ce qui nous est arrivé pour que nous on avance, qu'on soit plus dans cette colère, qu'on soit plus dans cette douleur, dans cette souffrance. Maintenant, pardonner, ça veut pas dire ne pas donner une réponse judiciaire, ne pas punir. Voilà, quand un enfant de 2 ans fait une bêtise, on lui redonne la règle, on lui explique. On lui pardonne, mais ça ne veut pas dire qu'on pour autant on n'est pas obligé de le punir. Si on ne punit pas, il n'aura pas forcément intégré la règle. Ouais, c'est pour soi, c'est pour se soulager, quoi. Voilà, c'est pour ne plus avoir toute cette énergie négative qui nous épuise au quotidien. Il y a un moment donné, moi je disais, je suis fatiguée d'être en colère. Le fait de pardonner, c'est vraiment ça, c'est passer à autre chose et ne plus être en colère pour ce que l'on nous a fait. De toute façon, ça changera pas le passé. Aujourd'hui, moi, je suis dans une procédure judiciaire. C'est la justice qui prendra les mesures nécessaires. Et moi, il faut que j'avance, quoi. Enfin, donc pour finir, quel conseil pourriez-vous donner à une personne qui souhaiterait se libérer et se reconstruire après une agression sexuelle, quelle qu'elle soit ? C'est de s'entourer. Alors s'entourer, ça veut pas dire forcément les amis ou la famille, pas en première intention en tout cas. Le mieux, c'est un professionnel. Le professionnel, ça peut être un psychologue, quelqu'un qui travaille dans le soin, dans la psychiatrie, ce genre de choses, mais ça peut aussi être un travailleur social qui va être formé à l'écoute. Le tout, c'est que à un moment donné, la parole que l'on donne soit entendue.
il n'y a aucun jugement, il n'y a aucune prise de parti, il n'y a pas d'émotion liée à ça, à la personne à qui on va se confier. Et c'est vrai que moi, les victimes que j'ai pu rencontrer, la première chose qu'elles me disaient, c'est on peut tout vous dire parce que peu importe en fait. Vous, l'émotion, après, c'est à vous de la gérer. Mais je peux pas en parler à mon mari, je peux pas en parler à mes enfants, je peux pas en parler à ma mère. Enfin voilà, c'est au moins que la parole puisse être libérée, qu'il y ait un premier moment qui soit donné, et après, en fonction des besoins de la personne, du moment où elle en est, il y aura une réorientation de fait. Très bien, Angélique, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de m'avoir invité. Donc bon courage à vous. Merci. Pour les auditeurs qui souhaiteraient se procurer le livre, rendez-vous sur la page Facebook Pardonner pour ne plus souffrir et contactez directement Angélique Legendre.